la population active, on est quand même passé de catégories d'emplois sans qualification qui étaient majoritaires jusque dans les années 60 à une inversion, en tout cas en France, parce que voilà, grosso modo, si on considère que les employés, c'est-à-dire caissières, balayeurs, voilà, ce genre d'emplois, sont les ouvriers du tertiaire, c'est-à-dire des emplois qui dans la chaîne d'exécution sont des emplois qui sont subordonnés à un grade supérieur. Vous voyez la différence entre hommes et femmes, mais en fait, si on met le couple le plus fréquent en France, c'est monsieur ouvrier, madame employé. Donc en termes de niveau de vie et de niveau de qualification, c'est souvent assimilable, même si c'est pas le même métier. Mais donc, on est passé quand même à une majorité de la population qui a un emploi qualifié. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez important, on va le dire, jusqu'au milieu des années 2000, il y a eu un compromis, qui n'est pas un consensus mou, qui explique ça. Mais je crois que vraiment, il faut comprendre que pour le développement du capitalisme, et quelqu'un comme René Haby l'a dit très, très clairement, avec beaucoup de cynisme, quelques années après, dans une interview dans la revue française de pédagogie, la réforme du collège, que ce soit la réforme conduite par les gouvernements gaullistes autour de la réforme Berthoin ou par la suite, n'était pas une réforme de démocratisation scolaire dans l'esprit des décideurs, c'était une réforme d'accompagnement d'une conception du développement économique. N'empêche que ça n'a pas été que ça, puisque c'était aussi investi par des familles populaires comme l'occasion que leurs enfants accèdent à des études longues, etc. Donc il y a un compromis qu'il s'agit de comprendre pour savoir où on en est aujourd'hui. Et je vais finalement aller très vite, parce que je ne veux pas faire trop long. Il y a ce qu'on pourrait appeler un rapport dialectique, un rapport de force entre logique de démocratisation et logique de sélection. Mais quand il a été possible que les enfants du pays accèdent d'abord les garçons et puis peu d'années après les filles, parce que c'est pas en même temps, mais à l'échelle de l'histoire, c'est pas si mal. Et droit à une scolarité qui était harmonisée au niveau national pour les enfants du peuple. Elle n'était pas harmonisée avec les enfants de bourgeois, qui n'avaient pas les mêmes programmes, etc. Mais enfin, c'était déjà une conquête obligatoire, débarrassée de l'emprise des religieux. Bon, c'était une vraie conquête, je crois qu'il ne faut pas le minorer, c'était une vraie phase de démocratisation, mais à cette époque-là, il n'a jamais été question d'égalité. Voilà, c'était développé, mais pour le peuple et pas pour les bourgeois. C'est allé assez vite au cours du XXe siècle. Les taux d'entrée en sixième d'une génération, quand même, en 50 ans, quoi. On est passé de 4% à 95% en 72, puis à 100%, quoi. Donc, c'était très long pour les générations concernées, mais à l'échelle de l'histoire, voilà, faut se remettre en perspective, quoi. Évidemment, réforme de Gaulle, ou plutôt Berthoin, primaire unifiée, c'est une vraie conquête, parce que il y a plus deux programmes, il y a plus deux corps professionnels distincts, ça a pris du temps, mais quand même. Donc, vraie conquête, mais je rappelle que dans la lettre de mission que De Gaulle fait aux ministres concernés, en gros, il dit accès de tous au début du secondaire, d'accord. Harmonisation progressive du primaire, d'accord, mais à partir de maintenant, je cite exactement, mais il est hors de question que nos classes de terminale soient envahies par des analphabètes. Et le groupe qui parle à la première personne du pluriel ne souffre d'aucune ambiguïté, il s'agit d'une classe sociale, quoi. Hein, donc voilà. Donc, on concède de la démocratisation. Il concède la démocratisation parce que l'appareil économique en a besoin. De Gaulle a une vision stratégique de la France qui doit s'industrialiser, qui a fait des choix quand même qui se sont avérés pas inintéressants pour la suite avec le TGV, l'énergie atomique, etc., qui ont permis de l'essor. Mais c'était quand même dans un truc de développement. Maintenant, les conflits de classe,
Et en même temps, les enfants et les familles de milieux populaires en ont profité, où ce compromis, vaille que vaille, c'était que les enfants de milieux populaires étudient plus longtemps, mais dans la bourgeoisie, je rappelle que Edmond Goblet disait, il y a presque un siècle, que le bac fait le bourgeois, à l'époque. Là, le bac ne suffit pas à faire le bourgeois. Il faut plus. Il faut un MIT, il faut un master de finance, etc. Donc, le compromis, c'est que tout le monde a étudié plus longtemps. Du coup, il y a eu une espèce de progrès. Et ceux qui sortaient sans qualification, c'était ceux venant de pays où les parents n'avaient pas eu la chance de faire des études longues, ils prenaient le bout de la piste et hop, c'était reparti pour un tour et tout le monde glissait, quoi. Et donc, ça rendait les choses à peu près vivables sur le plan subjectif que de se dire que nos enfants auraient mieux, etc. Donc ce compromis, avec les conflits durs, âpres, attenus, parce que la réforme de 59, ce n'est pas l'application du plan Langevin-Wallon de 47. De 47. Ça n'est pas ça. Mais c'est un compromis. C'est pas rien, c'est pas tout. Voilà. C'est le rapport de la lutte des classes. Voilà. Ni plus ni moins. Et donc, même étape suivante, en 75, ce qu'on a appelé le collège unique, enfin bon, bref, qui n'est unique qu'en 6e, 5e à l'époque, puis qui, quasiment tout le monde jusqu'en 3e. Mais je rappelle que pour y parvenir, on a supprimé tous les corps intermédiaires qui continuaient à subsister un peu pendant un temps au lycée agricole. Par exemple, les répétiteurs, c'était un intermédiaire entre les surveillants et les enseignants qui prenait en charge l'accompagnement à côté des cours, du travail d'études. Et puis, quand tout ça s'est mis en place avec le collège unique, on dit ces gamins qu'on reçoit du primaire, ils ne savent pas étudier. Donc, en fait, on a supprimé les corps intermédiaires en les faisant passer prof pour que ça ne coûte pas trop cher. Et donc, il y a tout un travail qui n'a pas été fait et qui participe, c'est pas la seule cause, des difficultés dans le bilan de la démocratisation, qui est un bilan mitigé. Il ne faut pas tout jeter, mais enfin, il y a toujours des inégalités. Donc, à chaque étape, une avancée de démocratisation, mais sélection, on verrouille l'accès au cycle suivant, quoi. Voilà, en filières séparées. Donc les filières étaient précédemment en collège, je reviens en arrière, en collège, puis elles sont décalées, puis en 4 bac pro. Et là je m'arrête, je m'arrête au milieu des années, juste avant la pandémie. Taux d'obtention du bac, évidemment, va croissant, mais c'est pas le même bac, etc. Ce qu'on peut retenir, c'est finalement que jusqu'au milieu des années 2010, tout le monde progresse dans chaque catégorie sociale de génération en génération, mais comme tout le monde progresse, il y a ce que Bourdieu appelait la translation des chances, c'est-à-dire que tout le monde grimpe d'un ou deux crans, donc à l'arrivée, les inégalités sont maintenues. Donc voilà, le point d'interrogation, il est comment ça marche dans la boîte, mais quand même, qui sont les élèves accueillis dans la scolarité unique? Je n'ai pris que le cycle collège, parce qu'en primaire, c'est pareil, à quelques années près. Si on additionne les catégories les plus populaires, ouvriers, employés, c'est-à-dire ouvriers du tertiaire, et inactifs, je traduis, c'est très marginalement les femmes de PDG. C'est les chômeurs n'ayant jamais travaillé, RSA, RMI et compagnie. Si on additionne ces 3 catégories, c'est la majorité de la population, plus de la moitié. D'accord? Et si on se dit, quand même, qui sont les enfants qui, à l'âge de l'école maternelle, quand on les amène au parc, le rapport à la balançoire, c'est de monter dessus et de se pousser, ça c'est l'immense majorité, même chez les diplômés moyens. C'est une extrême minorité qui, quand on va au parc, le rapport à la balançoire, en plus de se pousser et de se balancer, c'est de constater que le montant de la balançoire, tiens, tu reconnais la forme triangle, patati et patata. C'est-à-dire qu'il y a une extrême minorité de familles, mais on ne va pas se le reprocher. On nous a formés, ça nous a transformé le cerveau, et c'est pour ça qu'on a fait des études, qui ne vit plus les situations au premier degré, mais vit dans une espèce d'entre-deux. On vit les situations, et en même temps on les étudie, on revient grâce à un petit bout de concentration et réflexivité vers la situation vécue. Notre vie d'intello,
c'est de faire l'aller-retour entre la vie et la vision de la vie. L'école est globalement modelée sur ce modèle-là, pardon pour le pléonasme, elle est pensée là-dessus, et les choses se sont exacerbées, et je pense que ça fait partie des choses sur lesquelles je vais essayer d'insister. Mais finalement, entre la position sociale, alors j'ai mis du père, parce que dans les statistiques qui étaient produites par l'INSEE dans les années 60, bon, post-MeToo, ça le fait plus, mais on prend ce qu'ils ont fait à l'époque, voilà, à l'époque de Bourdieu et Passeron. Donc, si on prend la position sociale du père, tendanciellement, tout le monde a grimpé. La position scolaire du fils et de la fille mesurée par le diplôme, tout le monde a grimpé d'un cran, et vaille que vaille, même si quand les parents ont un carnet d'adresse c'est un peu plus facile, mais massivement le diplôme participe largement à structurer l'insertion professionnelle, du moins tant que c'est pas chômage généralisé, parce que là pour le coup on est dans autre chose, mais tant qu'il y a de l'emploi, quoi. Voilà. Il y a quelque chose d'essentiel qui se joue dans le temps que les enfants passent à l'école. Et ça, c'est l'objet de mes travaux les plus récents. Et je voudrais insister sur, vous êtes quand même, en tant que personnel de direction, un peu les organisateurs du temps. Non pas que vous décidiez du volume consacré à chaque discipline, mais je crois que depuis la réforme Belkacem, vous en décidez encore moins, puisqu'avant il y avait la possibilité d'horaire plafond, plancher, machin, bidule. Mais quand même, ça vous concerne. Et donc, ce qui se joue chez les travailleurs enseignants comme chez les élèves, c'est finalement mettre dans la tête de tout le monde qu'en moins de temps payé, reconnu, on peut exiger plus de choses, plus efficaces et une rentabilité sur l'activité. Et sur le temps d'enseignement, puisqu'on a assisté à une grande offensive avec la Convention citoyenne, pilotée par le président de la République, dont les conclusions étaient faites à l'avance autour de catégories idéologiques mensongères sur lesquelles je vais revenir. Les enfants seraient trop fatigués et plus fatigués qu'avant. Je pense que ça, c'est un constat qu'il ne faut pas nier. Bon, oui, les enfants, je veux dire, si tous les enseignants, quelle que soit leur obédience, s'accordent à dire oh là là, ils ont du mal à se concentrer, ils fatiguent, il y a quand même un symptôme qu'il faut prendre au sérieux. Si largement il y a le syndrome de la boule au ventre qui se développe massivement chez une bonne partie des mômes le dimanche soir, on ne peut pas dire que ça compte pour peanuts. Bon, donc il y a des symptômes. Mais depuis 50 ans, et c'est ce que le bouquin montre, ce symptôme, il est systématiquement posé de façon incohérente et mensongère depuis 50 ans. Le raisonnement qu'on nous impose, c'est ils ont du mal à se concentrer, donc il ne faut pas trop les fatiguer, donc on va encore réduire le temps qu'ils passent à l'école à étudier. Sauf que, on va voir, on a considérablement réduit le temps de scolarité, on a spolié les enfants français de plusieurs années de scolarité. Et donc à l'arrivée, les enfants pour qui aller au parc, aller à la balançoire, c'est pas prendre le chou sur la forme triangulaire. Les enfants pour qui participer à mettre la table n'est pas un exercice de latéralisation entre la gauche et la droite pour le couteau et la fourchette, ni de dénombrement du nombre d'ustensiles. Les enfants normaux, quand on leur dit de mettre la table, le but du jeu c'est de mettre la table, c'est pas de deviner l'objet caché pédagogique dans la question. Donc, pour une majorité de familles, c'est ça. Et donc, ces mômes-là, ils savent se concentrer quand ils jouent au foot avec les copains, mais ils savent se concentrer pour être immergés dans l'activité. Et c'est une toute autre disposition mentale que de se concentrer en se disant j'ai un pied dans l'activité et j'ai un pied de recul pour me voir faire. Et ça demande vraiment un effort qui, dans nos familles, est développé au quotidien, au goutte à goutte. Eh ben, c'est pas nos familles qu'il faut prendre pour repère, parce que sinon, on conduit à l'échec. La plupart des mômes, ils ont entièrement à apprendre ce mode de raisonnement. Je suis dans une activité, mais quand je fais l'activité, je dois toujours avoir dans un coin de la tête, mais au fond, qu'est-ce que je suis en train de chercher? Quelle était la consigne? Qu'est-ce qu'on veut de moi? Le but du jeu, c'est pas de plier des bouts de papier, c'est de trouver des axes de symétrie sur des triangles. Et ce rapport entre tâche et enjeu de savoir, c'est ça qui est compliqué parce que ça demande une concentration spécifique. Et cette forme de concentration, elle n'est pas innée, elle n'est pas naturelle, elle se développe. Or, quand on supprime autant d'années de scolarité chez les enfants, on supprime du temps
d'entraînement, métaphore sportive, pour développer cette capacité de concentration et cette forme de raisonnement spécifique. Et donc, moi je dis, on a créé les problèmes qu'on rencontre. C'est une politique publique qui a créé les problèmes. Il faut arrêter de mettre les gamins à l'index en disant ils sont pas capables, ils sont moins bien qu'avant. Il faut arrêter de mettre les enseignants à l'index en disant en moins de temps, ils n'y arrivent pas à développer des trucs toujours aussi compliqués. Je rappelle que quand même en 69, je ne veux pas remonter à Mathusalem, mais il y avait 30 heures de scolarité hebdomadaire en primaire. D'accord ? Réforme de 89, réforme de 95 qui n'a pas changé le volume mais réorganisé pour qu'on ait plus d'une ville à l'autre et que ça sème la zizanie. 2008, nouvelle réforme des rythmes scolaires, on supprime les samedis matins, on tombe à 24 heures. La suppression des samedis matins par rapport à 1969, parce que ça s'est fait en 2 fois avec 89, 3 heures sur l'ensemble du cycle maternel et sur l'ensemble du degré primaire, c'est l'équivalent horaire 864 heures d'une année complète, à l'heure près. Donc on a supprimé une année de scolarité pour les enfants. Et dans la même période, on est passé de 35% de scolarisation en toute petite section de maternelle à l'âge de 2 ans, avec une implantation très forte en ZEP, parce que les politiques précédentes avaient mis le paquet, à 9% au dernier recensement, mais on attend le nouveau repère et référence statistique de l'ADEP. Et évidemment, la suppression, elle s'est faite là où il y avait les postes, donc en ZEP. C'est-à-dire que les membres qui en avaient le plus besoin, ils ont paumé quasiment 2 ans de scolarité. Je dis quasiment parce que quand je compte les samedis matins, je compte les samedis matins de la toute petite section de maternelle, donc je ne vais pas les compter 2 fois. Voilà. Et vous savez qu'il y a eu un rapport, je crois que c'est la Cour des comptes ou du Sénat, il faudrait que je vérifie, qui a chiffré à l'équivalent d'une année scolaire perdue dans les établissements de l'éducation prioritaire sur les heures non remplacées. Ben, ça fait beaucoup quand même à l'arrivée, quoi. Et réforme Belkacem au collège, on a supprimé l'équivalent en heure disciplinaire, pas en heure de présence au collège, mais en heure disciplinaire, on a supprimé l'équivalent de la moitié d'une année scolaire sur les 4 ans de scolarité, remplacé par les EPI, par des contenus improbables, soutien en classe entière, enfin bon, vous savez ça mieux que moi. Donc, à l'arrivée, il faut arrêter de dire les mômes savent moins de choses qu'avant. C'est pas qu'ils savent moins, c'est qu'on leur en a moins enseigné. Mais je voudrais quand même revenir sur les objectifs de ça. Quand s'est faite la suppression des classes de l'âge de 2 ans, des toutes petites sections maternelles, et surtout la suppression des samedis matins, c'est quand la vague nombreuse de naissance du baby-boom de l'an 2000 est entrée à l'école primaire. D'accord ? Et donc, comment faire rentrer une vague aussi massive en contenant les coûts ? Ils ont eu une occasion en or. C'est qu'il y avait une grosse vague de départ en retraite dans le secondaire et dans le sup. Donc déjà, ils ont taillé dans les autres niveaux pour rapatrier un peu. Ils ont fermé les RASED. Ils ont fermé tous les postes qu'ils pouvaient. Pour faire passer la pilule, le samedi matin a été une façon. On pourrait revenir sur les négociations, mais grosso modo, c'est comme ça que ça s'est passé. Et pourquoi c'est passé ? C'est parce qu'en même temps, on a ajouté l'année d'avant, en primaire, enseignement de l'anglais, enseignement d'histoire de l'art, éducation à la citoyenneté, éducation à la santé, éducation à l'égalité entre filles et garçons, éducation à l'environnement. Et donc, sans que personne le dise comme ça, ce que ça voulait dire, faites plus de choses en moins de temps, vous ne pourrez pas y arriver. On a fait passer le socle commun qui dit dans le programme on coupe en 2 ce qui est obligatoire et ce qui devient optionnel. À vous de choisir selon les profils des classes. Ça n'a jamais été dit, mais c'est comme ça que ça a été vécu. Et donc, on met la pression sur les enseignants, faire rentrer plus de choses en moins de temps. On vous laisse le samedi matin, faites passer la pilule. Quand la vague du baby-boom est rentrée au collège, pile, réforme Vallaud-Belkacem,
qui, avec les EPI, alors moi je ne vais pas dire du mal du principe interdisciplinaire, je vais dire du mal de ce qu'on supprime des heures disciplinaires et que l'interdisciplinaire vienne à la place. Parce que l'interdisciplinaire, c'est pas à la place, c'est entre. Donc il faut avoir des bases dans chaque discipline pour arriver à les articuler. Et il y a des recherches, par exemple, des collègues qui ont fait sur le lycée, montrent que les enseignements interdisciplinaires, quand il n'y a pas les bases disciplinaires, c'est encore plus inégalitaire que les cours classiques. Dans les appropriations. Mais je ne veux pas en faire une espèce de croisade anti-interdisciplinaire sur le principe. Mais ça veut dire des heures en plus. Et pas à la place. Question budgétaire, appelons les choses par leur nom. Pour tenir l'équilibre des postes, ne pas trop dépenser et maintenir l'argent là où il fait du profit ailleurs, on réduit. Donc le lycée pro, vous savez qu'on a supprimé énormément de postes avec la suppression du BEP, et puis finalement ça, le but de l'externaliser totalement, et en lycée général quand même, rappelons qu'il y a beaucoup d'heures qui ont disparu en seconde, et c'est après qu'ait été fait le tri social que les élèves qui vont jusqu'au bout les récupèrent en général. Sauf que comptablement, ça ne fait pas la même affaire. Et donc, beaucoup d'heures perdues. Mais il y a quand même un enjeu à tout ça. Parce que quand les enfants sont petits, que le temps scolaire est réduit, des parents qui ne sont pas forcément convaincus idéologiquement du privé, du religieux et de ces trucs-là. Parce que l'enseignement privé recrute minoritairement désormais sur des questions idéologiques. Minoritairement. Toujours, il faut s'en méfier, mais quand même, massivement, c'est quand on veut éviter les mauvaises fréquentations, des mauvaises raisons, mais aussi, j'ai presque envie de dire, des bonnes raisons, parce qu'il y a quand même des établissements où les équipes pédagogiques sont démunies, elles ont lâché, et qu'il arrive un moment, voilà, se pose la question, en école primaire, voire au collège, quand le socle commun oblige les enseignants à choisir entre le programme plein ou une partie seulement, objectivement, c'est pas que du fantasme des parents, objectivement. Et donc, dans le temps imparti, se pose la question de qu'est-ce qu'on va faire, mais se pose aussi la question des modes de garde quand les enfants sont petits. Je rappelle simplement à des gens qui le savent par cœur que le privé voit ses personnels payés par l'État, son fonctionnement sur temps scolaire payé par les collectivités, ce que paient les parents, c'est finalement le reste. La cantine. Et puis non, et la garde matin et soir, les devoirs. Donc en fait, plus on réduit la journée, plus les parents ont un problème. Et donc chaque fois qu'on réduit la journée, le privé recrute. Et quand la vague du baby-boom de l'an 2000 a plafonné en 2011, et 2012, la décrue est amorcée et c'est descendu aussi vite que c'était monté, voire encore plus vite, réforme Blanquer de 2015 pour rendre la scolarité maternelle obligatoire. 2019, excuse-moi. Obligatoire. C'est la femme du lycée. Et donc, au fond, on a des gouvernements favorables à l'enseignement privé qui l'aident. Donc dans la revue que j'ai le plaisir de diriger, qui s'appelle la revue La Pensée, avec Pierre Merle, il y a une série d'articles qu'on a publiés qui portent sur comment les politiques ont favorisé l'école privée. Et vous voyez qu'il y a une amplification des écarts de recrutement pendant cette période. Au fond, quand toutes les familles de toutes les origines sociales ont fait plus d'enfants, le privé, a augmenté le nombre de postes enseignants pour faire face à la demande. 2, a pu sursélectionner scolairement et donc socialement ces familles. Mais quand la décrue s'amorce, ils ont un vrai problème. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils font un plan social. Et c'est là qu'arrive réforme Blanquer de la maternelle. Amélie Oudéa-Castéra, merci à elle, elle a permis aux Français de comprendre que le privé bénéficiait d'autant de moyens. Mais quand même, on pourrait dire elle est idiote. Non, elle est maladroite. Mais elle mène une politique de discrédit du public parce que le privé va être en difficulté de recrutement. Donc il faut l'aider à maintenir ses effectifs malgré la décrue démographique.
Et donc toute l'offensive idéologique qui est conduite actuellement dans les médias dominants sur « oh là là, il n'y a plus d'enfants », c'est vrai, hein, l'école démographique, elle est là. Mais tous ces gens-là, ils étaient où quand les effectifs montaient? Face à cette décrue, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, soit on accepte le discours dominant, il faut diminuer les effectifs dans le public, et on aide le privé à recruter un loose day, soit on se dit, on a là une occasion historique. Historique. Il y a des enseignants, renouvelons les postes, maintenons-les quand il y a des départs en retraite, et on va pouvoir faire quelque chose de formidable. On va pouvoir faire ensemble la réduction du temps de présence conjoint de l'enseignant face aux élèves. Je pense qu'en primaire, on peut descendre à 3 jours et demi, dans le collège, ça ne se pose pas de la même façon, mais on peut réduire. Et réaugmenter le temps de présence à l'école pour que l'école se fasse à l'école. Parce que quand on réduit le temps scolaire, c'est pas vrai qu'on favorise les loisirs, on favorise les cours privés. Parce qu'il y a favoriser le privé de deux manières. Soit aller à l'école privée, soit quand on réduit l'école publique, prenez une option. La Convention citoyenne a donc essayé de faire passer une réduction du temps scolaire, mais avec des arguments complètement dingos. Des bons symptômes souvent, hein. Mais par exemple sur les emplois du temps. L'incohérence des emplois du temps des lycéens, elle s'explique de deux façons. Un, la réforme Blanquer. Voilà, pour moi c'est l'explication numéro 1. Et deux, dans certaines académies, de ce que j'en connais, en tout cas Créteil et Versailles, là où on manque de personnel titulaire, le rapport de force s'est inversé avec les contractuels. Hein. C'est eux qui disent que les joueurs viennent, hein, quand même, massivement. Et donc, comment on peut dire aux gamins en maths il faut travailler tous les jours, et parce que le gars qui remplace vient de loin, on leur met maths mardi, mercredi, tout concentré. Enfin, c'est complètement débile en fait. Et donc je veux bien qu'on brandisse des emplois du temps devant des caméras et des réseaux sociaux. La question c'est qu'est-ce qu'il y a derrière et quelles sont les causes? Oui, c'est incohérent. Des journées hallucinantes et des journées d'errance complète. Avec des trous hallucinants au milieu. Le symptôme est juste. Mais qu'est-ce qu'on en fait? On va quand même pas rester au niveau des chaînes info, quoi. Je pense qu'il faut mener la bataille d'idées et dire, il y a des causes à ça, traitons-les. Donc, je pense que les personnels de direction là-dessus, ils ont une voix particulière à dire, c'est un peu facile de nous faire porter le chapeau, nous on veut bien, quoi. Mais comment on fait? Il y a des causes politiques à la situation qui est désignée. D'abord, il y a des raisons matérielles, financières. Parce que quand on réduit le temps d'école, on accroît l'exigence de performance dans un temps imparti pour les élèves. Il y a des recherches qui commencent à se développer, mais il n'y en a pas à grande échelle, et je le regrette, mais quand même, je vais te dire prudemment, parce que quand on n'a pas de recherche à grande échelle stable, il faut y aller mollo. Moi, ce que je vois me conduit à faire l'hypothèse que chaque fois qu'on réduit le temps scolaire, le choix pédagogique des enseignants, c'est de supprimer les activités qui sont chronophages. Bingo, l'écrit. L'écrit long. Ce qui en plus fait écho à des directives ministérielles depuis Blanquer, où on écrit des phrases et on n'apprend plus à rédiger pour penser. Et après on dit, oh là là, aux évaluations PISA, les Français, ils ont du mal sur les écrits longs et la compréhension de textes longs. Bah oui. Comme on a moins de temps, il faut bourrer, donc on fait que des petits trucs. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas balayer le constat. Il faut contester l'analyse simpliste. Donc, le temps, il a des conséquences terribles. Parce que si, parmi les préconisations de la Convention citoyenne, se met en place dans le secondaire les cours de 45 minutes, qui a l'air d'être un peu un truc démago, simpliste, aucun de nous ne croit qu'on va faire cadeau des 10-15 minutes aux profs du second degré.
Ça va se traduire différemment selon les disciplines, mais massivement, ça va être, ils auront une classe de plus. Et s'ils ont une classe de plus, ben, le nombre de paquets de copies, vous connaissez la suite comme moi, ben moi quand j'ai eu, moins maintenant, mais quand j'ai eu en licence des salles avec 120 étudiants, ça m'est arrivé quelques fois, dans le semestre, ils ont écrit une fois. Hein. Quand j'en ai 25, ils écrivent 2-3 fois. Et je pense que c'est humain de ne pas se tuer sur des trucs. Voilà. Et donc, comme on les fait moins écrire, ben, ils progressent moins et les conséquences sont en cascade. Donc, si ces questions qui sont présentées comme techniques, il faut les présenter, nous, comme politiques et pédagogiques. C'est pour des questions de coût budgétaire, réduire le nombre d'enseignants en leur donnant plus de classes à chacun. Ça a pour conséquence de réduire le temps durant lequel les élèves sont confrontés au savoir avec les enseignants, et ça aura pour corollaire qu'ils écriront moins, ils s'exerceront moins. En maths, ils feront moins d'exercices dans le cadre de la classe. Et donc c'est tout ce temps d'appropriation qu'on va raboter pour limiter au temps d'exposition directe du cours transmissif. Ça, c'est un livre d'histoire de CE1 de 1955, c'est-à-dire d'avant la réforme Berthoin. Hein. Je le reconnais. C'était le plus utilisé à l'époque, et j'insiste, il était moderne pour l'époque, il y avait de la couleur. Oui. La taille respective du texte et de l'image, regardez ce que c'était pas du tout austère pour l'époque. Donc, pour les besoins de la démonstration, je vous montre un manuel qui est presque pédagogie active, j'exagère un peu provoque, mais quand même pour l'époque pas loin. Nommer un roi qui faisait la guerre au seigneur méchant. C'est en toutes lettres. Le seigneur du Puisé, un vrai loup dévorant, était dur aux pauvres gens. Le roi Louis VI attaqua le château, le prit et le fit démolir pierre par pierre. En gros, il y a 4 questions. Chaque question porte sur une information explicite de chaque paragraphe. Le principe de l'école primaire de l'époque, c'est pas de former des gens qui iront faire des études sup, c'est de faire retenir un petit niveau bien maîtrisé avec des savoirs explicites qui sont plutôt à l'état d'information que de savoir analytique. Et donc, on répète, on donne un truc très structuré, l'élève n'a rien à déduire, n'a pas à produire de connaissances, n'a pas à produire de raisonnement, on lui donne à voir un raisonnement qu'il faut répéter et imiter. Donc moi je ne vais pas être du tout anachronique en disant c'est nul. Dans l'époque, le moment historique de développement, ça correspond à un état de la société, mais aussi du mode de production économique. C'est-à-dire que ces gens-là étaient destinés à occuper des places où il fallait comprendre ce qu'on leur disait et le répéter, l'exécuter. Schéma classique. Courant des années 2000, avant le retour en arrière. D'accord ? C'est la même leçon, mais en CM1, parce que les programmes avaient changé, donc voilà. Mais en CM1, à l'époque d'avant la réforme Berthoin, ça ne change rien à ce que j'ai dit, si ce n'est que les textes étaient un peu plus longs, parce que les enfants étaient un peu plus grands et lisaient plus facilement. Voilà. Et donc, regardez, nous ne sommes plus dans mémoriser quelques faits de rois importants. On a prononcé en 1955 le mot capétien, mais ça n'a aucune incidence, on s'en fiche de savoir ce qu'est un capétien en 1955, c'est pas l'enjeu. Là, on est sur un savoir qui n'est plus informatif et factuel, on est sur une transformation. La construction, et pas, donc on n'est plus sur des faits, ce qu'a fait tel roi, on est sur un concept, le concept de pouvoir royal, et donc on est non plus sur du stable mais sur de l'évolutif. Et c'est pareil en SVT. Hein. En SVT, on étudie la métamorphose, alors qu'autrefois c'était l'étape qu'on sautait en donnant différents états de la chenille. Donc on passe d'un savoir sur des choses stables et identifiables à un savoir qui demande de comprendre des transformations. Vraiment, c'est un mode de transformation profond. Mais pourquoi ? Mais parce que l'économie s'est profondément transformée. L'arrivée d'Internet pendant les années 90
a amené à ce que le modèle du chercheur essaime, il faut comprendre, mais aussi parce que se sont développés des emplois dans l'économie où, prenons l'exemple de l'industrie automobile, qui est toujours à la pointe des changements, pas des meilleurs, mais enfin des évolutions. L'industrie automobile chez Ford, il y avait la chaîne de production, et l'ouvrier qui était comme Charlie Chaplin à un endroit, n'empêche qu'il voyait toute la chaîne. Le boulon qui vissait, il savait à quoi ça servait dans le produit fini là-bas au bout. Toyota a inventé autre chose dans les années 80, je ne sais plus combien, c'est-à-dire que Toyota n'est plus qu'un assembleur qui confie à des sous-traitants dans des usines différentes. Et le sous-traitant, lui, il fabrique que les boulons, quoi, terminé. Et donc il a fallu inventer des nouveaux postes d'ingénieurs qui soient plus seulement sur la conception de l'objet complet, mais sur la circulation et l'assemblage. Donc le modèle du chercheur qui va piocher des informations, mais qui lui en fait un assemblage dans sa tête différent. Et comme par hasard, c'est ça qu'on trouve dans les manuels qui arrivent, exigences hautes. Avec des exigences délirantes quand même, hein, parce que je ne vous l'ai pas mis, mais comprendre en CE2 ce qu'est la sédentarisation en tant que processus sur plusieurs millénaires, on est au-delà du délire quand même. Jusqu'aux années 2010, augmentation des exigences pour les meilleurs, mais comme c'est pas tenable, les mêmes manuels s'adressent dans la même classe, je prends la même page, là où j'ai double encerclé, on va grossir, avec de la pseudo-différenciation qui organise ce que j'appelle la division sociale du travail d'apprentissage dans la classe. Regardons les questions telles qu'elles sont formulées, c'est emblématique, hein, tous les manuels de l'époque ils fonctionnent comme ça il y a 20 ans. Où est le roi? Moi j'ai observé dans des classes de ZEP, Champigny, etc. Eh bien, que fait l'enseignant? D'abord, il donne la parole aux doigts qui se sont levés, qui en général ne sont pas les meilleurs. Parce que si on commence à donner la parole aux meilleurs, ils donnent la bonne réponse, t'es comme un couillon et tu passes à la suite. Quoi. Voilà. Donc tu donnes la parole aux plus faiblards. Où est le roi? Ouais, trop facile, il est là, avec un déictique. S'ils sont un peu meilleurs, il est au milieu. Pourquoi? Voilà. Que fait-il? Alors, des fois, ça donne tranquille, il est assis, pendant que les autres, ils sont debout. Voilà. Et c'est dans un second temps que les enfants de milieux un peu plus favorisés disent il est assis, les autres sont debout, ça montre quand même, c'est lui le chef. Hein. Donc, ce gamin-là, il a raccordé à la notion construction du pouvoir royal, le symbolique. Troisième question, que font les évêques? Bon, ça devient plus compliqué. Et je vous épargne, madame, il lui choure la couronne, parce qu'en fait, il lui pose la couronne sur la tête. Mais ça, tu ne mettras pas dans la vidéo, Serge. Et quatrième question, recherche pourquoi le sacre est important dans la scolarité française, dans la royauté française. Mais quand le gamin rentre à la maison, moi j'ai vu, hein, salle de récré. Alors, quatre questions, j'en ai su 3, c'est bon, hein, c'est bon. Sauf qu'en fait, les 3 questions, il était complètement à l'ouest. Parce qu'il a donné des réponses factuelles sur l'image, sans raccorder l'image à l'ensemble des parties. Si je vous le montre, attendez, c'est où ça? Je suis paumé là dans mes diapos. Voilà, sans raccorder à l'ensemble des informations qui lui permettent de répondre à l'activité, non pas au pied de la lettre. On ne monte pas sur la balançoire pour se balancer, on se demande comment est foutue la balançoire avec un montant triangulaire. Là c'est pareil. On ne s'immerge pas dans la question, on se demande à quoi sert la question en lien avec le titre de la leçon, et les plus instruits à la maison savent qu'en fait c'est à la fin, les 3 premières questions servent à répondre à la 4e, et en fait il faut les relier. Ce qui demande à l'enseignant un tout autre travail, de ne pas se laisser porter par le manuel, parce qu'en 1950, si tu suis le manuel, au fond tu fais le job. Là si tu fais ça, tu les envoies pile dans le mur. Et donc derrière, les réacs reviennent, parce que là on a eu les néolibéraux, ouais, de l'ambition, débrouillez-vous avec, et derrière réac, vous voyez que c'est pas possible. Donc, on serre la vis, temps minimum, vous répétez des choses, vous les faites bien matraquer, les autres ils veulent autre chose, il y a des cours privés pour ça. Hein. Voilà. Le modèle, et j'anime un séminaire
à la Fondation Gabriel Péri avec la revue La Pensée, vous trouverez ça en ligne, où on a invité il y a 3 semaines un spécialiste du Japon, Christian Gala, qui dit mais en fait au Japon, quand on a réduit le temps scolaire, ça n'a pas servi les loisirs, hein. Ça a servi le développement des cours privés. Parce que pour avoir la bonne école bien cotée, les exigences elles n'ont pas baissé. Sauf que si tu as moins de cours, il faut bachoter à côté. Et qui c'est qui s'arrête pour courir, amener à des cours, à des machins, à des trucs, c'est pas souvent papa. Hein. Parce qu'en plus, il gagne plus. Donc même quand tu veux, tu es égalitaire dans le couple, de toute façon, il y a ça qui commande. Quoi. Voilà. Et donc, là, je pense qu'en termes de à quoi sert l'école, il y a des choses importantes. Et puis les gamins, ils ont besoin de repères. Parce que la réforme qui a explosé le groupe classe en lycée, où les mômes, ils doivent recomposer des habitudes d'un cours à l'autre, ça repose sur des socialisations profondes. Dans les milieux populaires, que ce soit ruraux ou dans les quartiers populaires de banlieue, en général, à l'école primaire et au collège, les gens qu'on rencontre, c'est les mêmes qui sont en bas, hein, dans le village ou dans la cité. Hein. Donc il n'y a pas l'habitude de rencontrer des gens et de renouer des relations différentes sans cesse. Là, il y a des enquêtes qui vont paraître dans l'excellente revue La Pensée en été sur le droit aux vacances et qui montrent que on va plutôt vers des séjours de vacances courts. Pour les milieux populaires, parce que voilà, mais pour les autres, en fait, c'est des stages. Pendant 10 jours, on développe, on va tester une nouvelle activité, on va voir si ça nous plaît. Et en fait, sur les 2 mois, l'addition de ces jours courts permet d'intensifier la palette des activités et donc on rencontre des gens différents. Et puis pour les mômes comme les miens, voilà, il ne faut pas juger non plus, hein, les gens qui ont travaillé dur pour avoir une situation à peu près correcte. Nos mômes ils font quoi? Ils font école avec les autres quand ils sont à l'établissement de secteur, puis après ils vont au club de sport machin, puis à l'école de musique de cela et l'école d'art plastique de Binule. Et donc chaque fois on les met dans des situations où ils apprennent à nouer des relations avec autrui. Et donc eux, quand ils arrivent au lycée et que dans chaque cours tu changes de voisin et tu arrives, voilà, ça va, ils y arrivent. Ils ont l'habitude de ces rencontres. Les autres, il faut du temps. L'instabilité participe. Et donc je ne dis pas que c'est ce qui crée le problème numéro 1 d'apprentissage, parce qu'il est plutôt sur ce qu'on vient de voir, sur ces prérequis, sur ces incompréhensions, ce qu'on appelle nous dans l'équipe ESCOL des malentendus socio-cognitifs. Mais quand même, ça n'aide pas. Et donc, moi je pense que les personnels de direction, vous avez le recul sur tout ça par rapport à toutes les disciplines pour faire entendre que les questions politiques, pédagogiques, démographiques et apparemment techniques, tout ça a un sens et qu'il faut arrêter de mettre les gamins et les familles à l'index ou les profs à l'index. Il y a des situations structurelles qu'on peut changer. Et j'en termine avec le fait que pour moi, on a une occasion historique avec la baisse démographique. C'est pas une calamité, c'est une occasion. Il y a moins d'enfants, donc ça veut dire qu'on peut maintenir les profs et même augmenter un peu pour améliorer les conditions, pour que les groupes au lycée ne soient pas de 35 ou 40, pour que les enseignants aient des paquets de copies moins lourds et qu'ils fassent écrire et corriger plus souvent. Parce que c'est quand même de ça dont ils ont besoin. Tous mes collègues à l'enseignement sup disent mais ils ne savent plus écrire. Donc nous-mêmes, ils font que des QCM. En fait, c'est vraiment inquiétant pour l'avenir. C'est vraiment inquiétant pour l'avenir. Un pays, je ne vais pas faire un catastrophisme, mais ces réformes-là, les États-Unis les ont faites à l'époque Reagan. On voit le résultat quand même où ça conduit quand un peuple est sur du temps court et à avoir le choix entre des réponses énoncées de façon dogmatique sans avoir jamais les explications qui vont derrière. Ça fout la trouille quoi. Donc là nous on a une occasion historique pour que ça ne coûte pas énormément cher d'améliorer les conditions d'enseignement. Et si vous ne le portez pas, je ne sais pas qui va le porter mieux que vous. Voilà.